Bonjour. Comment se passe-t-il dans le monde de l'éducation, les conditions de travail, la psychologie de l'enfant, l'organisation de la vie scolaire? Voici des questions essentielles qui concernent un pays qui se développe, un pays qui est en développement comme la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir un spécialiste qui vit au Canada et qui va être avec nous pendant ces quelques temps d'explication du monde de l'éducation. Pour votre plaisir, voici M. Dika Mondonga, que je demande de me rejoindre sur le plateau. Bonjour. Bonjour, M. Jean. Vous allez bien? Très bien, merci. Bienvenue sur Télé 50. Merci. Et c'est un grand plaisir pour moi de vous accueillir. Installez-vous. Vous êtes un chercheur, un expert, un spécialiste, selon moi qu'on puisse dire, en éducation. Oui, effectivement. Vous êtes diplômé de l'Université catholique de Louvain en Belgique. Vous êtes également diplômé de l'Université de Laval, et diplômé en gestion scolaire à Québec, au Canada. Et vous avez publié quelques livres, hein, nous allons suffisamment en parler aujourd'hui, sur le monde de l'éducation, comment on peut gérer la vie scolaire. Et vous avez me présenté d'ailleurs un recueil des directions d'école et du personnel scolaire. C'est vraiment très instructif. Hein. Ici en RDC, nous préparons la rentrée bientôt, au mois de septembre. Mais il y a des réalités, il y a des choses ici au Congo qu'on n'ose pas parfois évoquer pour donner des orientations. Parlez-nous un tout petit peu de vous. On a les portraits qu'on va voir tout à l'heure, mais parlez-nous un tout petit peu de vous, votre parcours, comment vous êtes parti du Congo, vous êtes passé par où? Qu'est-ce que vous êtes devenu aujourd'hui? Ben, en fait, je suis un pur Quinois. Un Quinois? Un Quinois. Ok. Né ici, et puis j'ai grandi ici. J'ai fait mes études primaires au collège Boboto et j'ai obtenu mon certificat d'études primaires à l'EP2 Matongé. Il y avait un peu de turbulence dans le comportement à un moment donné. Okay. Les pères jésuites ont dit... Comme tout jeune de Kinshasa. Oui. Effectivement. Et après ça, je suis allé au collège présidentiel d'Egbadolité. Et c'est là que j'ai fait mon secondaire, tout mon secondaire. En finissant là, je suis allé à l'université de Kinshasa où j'ai fait le droit. Donc j'ai obtenu ma licence en 2002. Et je salue le promo solidaire, ce sont les collègues... Ah, c'est votre promotion? Effectivement, en 2002. En 2002. Okay. Et après ça, je suis allé faire une maîtrise en droit international et européen, option internationale à l'UCL, donc Université catholique de Louvain-la-Neuve, okay, où j'ai obtenu cette maîtrise-là. Après la maîtrise de Louvain-la-Neuve, je suis allé au Canada. Et ça fait combien d'années vous êtes au Canada? Depuis 2000, donc ça fait 20 ans. 20 ans? Ouais, d'où cet accent canadien déjà. Vous avez un petit accent du Québec là? C'est ce qu'on me dit. Oui, mais d'abord, avant de continuer, on va voir votre portrait tout à l'heure. Comment on se laisse influencer par l'accent canadien? Pourtant, vous êtes né et grandi ici à Kinshasa. Oui, mais je ne peux pas nécessairement le dire parce que sinon ça serait contrôlé. Mais oui? Ben oui, mais parce que là, ce que je dis, comment je parle, ben ce n'est pas contrôlé. Donc, ça fait que probablement le milieu, l'environnement, a fait en sorte que je sois impacté. Des fois, je me dis, c'est peut-être parce que je travaille dans le milieu éducatif à rencontrer les jeunes enfants régulièrement et puis à rencontrer le personnel scolaire aussi régulièrement et puis être en compte. C'est peut-être ça. Oui. Mais je ne peux pas dire grand-chose de ça parce que j'ai le contrôle. Mais c'est vraiment très prononcé, hein?
On dirait un Canadien de Canada, on va dire. Ben, peut-être qu'eux là-bas, ils ne disent pas la même chose, donc finalement, je serais comme un apatride un peu. Là. Non, c'est bien, ça montre que quand on parle de l'intégration, ben, ça commence par l'éducation, ensuite les fréquentations, les milieux dans lesquels vous êtes, etc. Et présentement, vous travaillez au Canada? Oui. Donc là, c'est ce que je disais là quand j'étais arrivé au Canada. Donc j'ai fait des études en éducation, donc un bac en enseignement secondaire, français langue première, pour être enseignant de français là-bas. Oui. Et après ça, vu que je sentais le leadership en moi pour diriger des écoles, donc j'ai travaillé comme enseignant et pendant ce temps-là aussi, j'ai fait un DSS, donc un diplôme d'études supérieures spécialisé en gestion scolaire. Okay. Mais comme j'en voulais plus, j'ai fait une maîtrise en administration et politique de l'éducation et pour devenir directeur. Donc, ce sont ces diplômes-là que ça prend pour devenir directeur. Mais comme j'en voulais encore davantage, alors là, j'ai fait mon doctorat en psychopédagogie, donc en éducation. Et la soutenance, c'est pour dans quelques semaines. Mais, beaucoup de chances. Hein? Je vous souhaite beaucoup de bonnes chances et je n'ai pas de doute que vous allez avoir votre doctorat. Alors, aujourd'hui, ce qui me préoccupe, c'est pourquoi vous avez publié autant de livres? Ben, au fait, j'ai publié ces livres-là. Il y a, comme partout ailleurs, hein, au Canada, comme ici, au niveau de l'éducation, il y a beaucoup d'oralité. Okay. Il n'y a pas beaucoup d'écrits, là. À l'école, on essaie de faire travailler les élèves la lecture, l'écriture et tout ça. Mais en termes de travail concret, on constatera beaucoup d'oralité. Alors, moi, quand j'ai été nommé direction adjointe à l'époque, j'ai commencé le travail, oui, j'avais fini le côté théorique, donc un diplôme d'études spécialisées en gestion scolaire, oui, j'avais de la théorie, mais en pratique, des fois, on sent qu'il y a beaucoup de différences. Et il n'y avait pas nécessairement d'assises documentaires. Donc là, ce que je faisais, je prenais des notes de tout ce que je faisais au quotidien, je suis quand même quelqu'un d'organisé, ça me permettait moi-même déjà de me protéger pour les années d'après. Au fur et à mesure, j'ai constaté que des collègues commençaient à me demander mes notes. Ah oui? De plusieurs autres écoles. Là, j'ai compris qu'effectivement, il y avait un vide. Et à partir de là, quand j'ai commencé aussi mes travaux à l'université, là, je me suis dit, je vais le rendre scientifique. Parce que vous savez qu'au Québec, le syndicat des enseignants il est vraiment fort et ils sont très documentés. La représentation des enseignants. Des enseignants. Donc, ils sont structurés. Ils ont beaucoup d'informations. Okay. Alors là, je me suis dit, je vais me rapprocher pour voir un peu, par rapport à tous les enjeux qu'on travaille dans les écoles, comment est-ce que je peux bien les structurer et donner au suivant. Donner au suivant, ça veut dire aider les autres, parce que moi, je me suis aidé moi-même, la personne m'a aidé en faisant ce travail-là. Maintenant, il fallait aussi aider les autres. Donc, c'est dans cette optique-là que j'ai écrit le premier livre qui s'intitule « Gestion scolaire, recueil pour les directions d'école et le personnel scolaire ». C'était dans l'optique d'aider. Et tranquillement, je commençais à voir que, oui, il fallait rendre le travail prévisible à l'école. Donc, la notion de prévisibilité au travail dont on parle aujourd'hui dans la littérature, pour enlever le flou dans le travail, pour diminuer le stress des gens, parce que quand on a une planification, c'est plus facile pour nous de travailler et de voir l'avenir. Quand c'est flou et puis on improvise, on comprend qu'à ce moment-là, le stress devient beaucoup plus grand. Donc, c'était vraiment dans cette optique-là que je l'ai écrit, ce livre-là. Et je suis allé voir quels sont les enjeux vraiment là qu'on retrouve dans les écoles au quotidien. Donc, j'en ai dénombré 71 que j'ai développés. 71? Effectivement. Oui. Parce qu'il y a de ces choses qui ne sont pas contextuelles nécessairement au Congo, à notre pays. Oui. Je vais vous donner un exemple. Les animaux à l'école. Oui. Nous, là-bas, c'est réglementé. On peut effectivement apporter des animaux à l'école dans le cadre, par exemple, d'un travail scientifique. Oui. On peut amener un animal pour montrer aux enfants comment ça fonctionne et tout ça. On peut avoir un vétérinaire ou des spécialistes avec nous pour montrer tout ça. On peut aussi avoir, par exemple, des chiens d'assistance. Oui. Donc, tout ça, c'est réglementé. Alors, moi, je le présente pour que les gens soient déjà autonomes, qu'ils n'aillent pas nécessairement chercher la direction d'école à chaque fois qu'il y a un problème. Parce qu'on pense que la direction d'école a toutes les réponses à toutes les questions, alors que non. Alors, dites-moi un tout petit peu, comment est organisé le système scolaire au Canada? Parce qu'ici aussi, beaucoup de parents, il y en a qui nous suivent en ce moment, qui aimeraient bien envoyer leurs enfants, mais est-ce que c'est le même système qu'ici en République démocratique du Congo? On s'est inspiré du système francophone, français, belge ou pas, le système américain, le système indien.
Le Canada spécifiquement, c'est comment? À l'école primaire, à l'école secondaire, pour ne pas aller au niveau universitaire? Au Canada, la matière scolaire appartient aux provinces. Donc, chaque province organise son système scolaire, éducatif. Ouais. Oui. Donc, en Alberta, vous avez un système, en Ontario, pareil. Moi, j'ai travaillé en Ontario, j'ai enseigné là-bas, j'ai enseigné en Saskatchewan, un peu en Alberta aussi, et présentement, je suis au Québec. Donc là, je vais vous parler du système du Québec, par exemple. Oui. Au Québec, on a le préscolaire. Donc, comme nous ici aussi, on parle du préscolaire aujourd'hui. Oui. Je suis content de savoir qu'il y a un inspecteur général adjoint ici qui se charge du préscolaire. Je crois que son nom, c'est M. Michel Otto. Je l'ai déjà rencontré. Tout à fait, tout à fait. Oui. Donc, il y a le préscolaire, donc la maternelle. On a le primaire. Généralement, ces deux entités se retrouvent dans la même école, donc préscolaire et primaire. Et on a le secondaire après. Le préscolaire au Québec, ce n'est pas obligatoire. Ah, c'est pas obligatoire. Ce n'est pas obligatoire. Oui. L'école obligatoire, c'est vraiment le primaire. Par contre, tous les enfants vont quand même, tous les enfants, la majorité d'enfants vont quand même au préscolaire pareil, c'est bien organisé. À la crèche. Mais est-ce que préscolaire, ça veut dire crèche? Là-bas, non. Nous, on ne dit pas crèche. On dit préscolaire, ça veut dire que les enfants... On encadre les enfants. C'est ça. Préscolaire 4 ans, préscolaire 5 ans. Il y a vraiment du travail qui est fait. Présentement, là, c'est beaucoup au niveau de ludique qu'on amène ça, mais oui. Des jeux, des chansons, des illustrations, voilà. Il y a du travail vraiment qui est fait, parce qu'il faut aller chercher un diplôme de 4 ans d'université pour enseigner là. Au préscolaire? Ben oui, que ce soit au préscolaire, au primaire ou au secondaire, ça prend un diplôme de 4 ans d'université pour aller enseigner là. Donc, c'est ça le niveau. Maintenant, à part ça, il y a aussi l'enseignement aux adultes. Tu sais, il y a des élèves, des fois, qui décrochent pour peu importe la raison, mais ils sont quand même récupérés. Donc, le système fait en sorte que ces élèves-là soient récupérés pareil et ils peuvent se reprendre au niveau des adultes. Oui. Alors, préscolaire, primaire, secondaire, là, après ça, on obtient un diplôme de fin d'études secondaires. Et puis après, on part à un autre niveau, on ne va pas directement à l'université, on fait d'abord le cégep. Ah, le cégep, c'est quoi le cégep? Ben, c'est le collège. Je n'ai pas vraiment la signification du cégep, mais c'est le collège avant l'université. Donc, au Québec, c'est comme ça que c'est organisé. Et au niveau des classes, c'est vraiment structuré. Il y a l'enseignant travaille là, parce que je vais vous parler d'ailleurs tantôt là, des défis que nous rencontrons ici, qu'on peut aussi utiliser comme des leviers de transformation. Exact. Donc, il y a le nombre d'élèves, c'est réglementé dans une classe. Réglementé. C'est vraiment réglementé. Mais ici, parfois, on a celle des classes de 200 personnes, c'est rempli. Bon, avancez d'abord. Mais c'est ça, mais je vais prendre la balle au bon. Oui. Parce qu'en même temps, ce sont des défis que nous rencontrons ici. Dans mes recherches, c'est ce que j'ai vu. C'est quand même des défis qu'on peut utiliser comme des leviers de transformation. Et parmi ces défis-là, il y a effectivement la surcharge des classes. Donc ici, effectivement, comme vous l'avez dit, je ne sais pas si ça atteint les 200, le chiffre 200. Oh, mais il y a des écoles comme ça. Moi, j'ai fait l'intérieur du pays, dans les cadres de 145 territoires. Il y a des salles où vous trouvez 80 élèves, 100 élèves. 80 élèves, j'avais appris. 100 élèves, j'apprends ça ici. 200 élèves, j'apprends ça. Mais qu'à cela ne tienne, c'est quand même beaucoup. Et puis, exécute, il n'y a pas de banc. Parfois, les enfants sont à même les sols. Voilà. Donc, c'est quand même beaucoup et ça affecte beaucoup la qualité de l'enseignement. De l'enseignement. La qualité de l'enseignement. Ça affecte beaucoup la qualité de l'enseignement. Je peux élaborer un tout petit peu si vous me le permettez. Je vous en prie. Au Québec, pour le préscolaire, la LIP, donc la loi sur l'instruction publique, délimite ce chiffre-là. Il est à 19. Le 19 nombre au préscolaire. Le maximum d'élèves qu'un enseignant peut avoir dans sa classe, c'est 19 élèves. Et même parmi les 19 élèves, s'il y a un élève TSA, donc un autiste, trouble du spectre de l'autisme, le maximum est réduit à 17. Parce que cet élève-là compte pour 3. Donc, il faut une attention particulière. Parce qu'il a des besoins particuliers et nous devons travailler en profondeur avec cet élève-là pour l'aider en lien avec ses besoins. Quand vous allez au primaire, je vais prendre 3e, 4e, 5e primaire et 6e, le maximum est à 26 élèves.
Et si vous avez un élève TSA là-dedans, Oui. le maximum revient à 23 élèves parce que cet élève-là compte pour 4. Donc c'est strict, hein? C'est strict, c'est comme ça. Et si on dépasse, parce ça peut arriver qu'il y ait un petit dépassement, c'est payé. Le dépassement est payé à l'enseignant. Il faut payer parce que ses conditions de travail à ce moment-là sont en difficulté. Et au-delà de tout ça, là aussi, ça m'amène à vous parler d'un autre défi de notre système. Pour travailler, je vous ai parlé des TSA et tout ça. Donc, pour travailler avec ces élèves-là, ça prend des services éducatifs complémentaires. D'autres personnes qui vont appuyer l'enseignant en fonction de leur expertise. Et je citerai par exemple... En plus de l'enseignant principal. En plus de l'enseignant. L'enseignant, il s'occupe de sa classe, sa gestion de classe, il a un programme à suivre et tout ça. Mais vous comprendrez que dans une classe, on peut avoir des élèves en difficulté, que ce soit en difficulté d'apprentissage ou de comportement. Et pour ça, l'enseignant, il a besoin d'aide. Donc ça aussi, c'est réglementé. Donc on a les services éducatifs complémentaires, comme les orthophonistes qui s'occupent du langage, les orthopédagogues en matière de littératie ou de numératie. On a les techniciens en éducation spécialisée, les conseillères en orientation, les psychologues. En tout cas, il y a un bon monde qui vient aider. On peut avoir les aides à la classe aussi au primaire, en ajout, les aides à la classe. On peut avoir de l'enseignement ressources au niveau du secondaire. Tu sais, il y a vraiment un monde. Et tout ça, ça se fait de façon concertée. Et coordonnée. Concertée, coordonnée. Avec les horaires bien programmés qui s'emboîtent les uns les autres. La direction, on peut l'appeler comme le chef d'orchestre. L'enseignant a des besoins dans sa classe, il en parle à sa direction d'école et la direction d'école orchestre. Pour que tout le monde, de façon concertée, on se retrouve en plan d'intervention et tout ça avec les parents. Parce que n'oublions pas, dans les livres, il y a quand même une bonne partie des parents. Donc il y a une dimension encadrement au niveau des parents, oui, et une dimension de l'école, enfin de la direction de l'école, qui tient compte aussi des besoins des professeurs, mais qui fait intervenir les parents dans les dispositifs. Dans le cadre d'un plan d'intervention, c'est ça, et même au-delà. Donc là, quand je vous parlais des enjeux, je vous avais parlé de la surcharge des classes, et je revenais sur l'autre défi, parce que c'est pour ça que j'ai parlé des services éducatifs complémentaires, c'est le financement structurel de notre système éducatif. Donc là... Comment c'est financé? Effectivement, là, c'est financé fortement et durablement, parce qu'il y a le gouvernement derrière. Ici aussi, c'est pareil, parce que l'école publique, on doit avoir le gouvernement, on est l'école publique. Donc, le gouvernement doit être là. Les budgets sont votés au niveau du ministère. Ils ont le budget. Et là où c'est intéressant, c'est que eux, ils envoient tout au centre de services scolaires. Le centre de services scolaires, ici, ça peut être comme notre inspection générale ou inspection provinciale, en tout cas, ce niveau-là. Le budget vont là. Eux, ils délimitent les orientations et tout ça. Le centre de services scolaires ne garde rien. Il renvoie tout ça aux écoles, en lien avec des postes budgétaires déjà préétablis. Et le centre de services scolaires prévoit un directeur financier qui va aider les directions d'école à bien mettre en place ou à bien utiliser le budget en faveur de la réussite des élèves. On comprend qu'à ce moment-là, la personne imputable, c'est la direction d'école. Donc, on est dans la gestion axée sur les résultats. Moi, comme direction d'école, je reçois tous ces montants-là, je reçois les orientations et je vais m'asseoir avec mon équipe. Avec mon équipe, on va regarder les besoins réels de notre école. En fonction de nos besoins réels, nous allons établir qu'est-ce que nous allons prioriser, sur quelle matière nous allons davantage travailler par rapport à une autre matière, parce qu'on comprendra que chaque école a ses besoins réels. Mon école peut avoir des besoins différents de votre école. C'est la raison pour laquelle on renvoie ça là. Et cet élément-là, je le souligne parce que c'est bien important, ça vient toucher aussi ce qui se passe dans notre système ici. Nous, de mes recherches, j'ai vu que c'est un système centralisé. Oui, ici c'est centralisé. Et ça, par exemple, le diplôme d'État, c'est centralisé. Oui, donc... Les examens d'État, c'est centralisé. Effectivement. Le concours, par exemple, c'est centralisé. Et ça, là, dans la littérature, dans la recherche scientifique, le fait d'être centralisé, c'est vu, mettons, négativement pour le développement des gens, pour le développement des écoles. Ce n'est pas encouragé. Comment c'est négatif?
Parce que la littérature dit que quand on a un système centralisé, Oui. ça ne permet pas le développement, parce que les besoins réels dont je vous parle, ce n'est pas connu au niveau du ministère ni au niveau de Donc l'inspection il faut provinciale. délocaliser. Il faut vraiment ramener le pouvoir où il doit être, et le pouvoir doit être à l'école. Vous comprendrez avec moi que quand un élève est affamé, il arrive à l'école, que cet élève-là ne peut pas nécessairement bien apprendre parce que, il lui manque X ou Y chose. Ce n'est ni la ministre ni l'inspecteur général qui sont au courant de ça. C'est l'enseignant. C'est l'enseignant qui est au courant avec sa direction. Donc, rendu là, qu'est-ce qu'on fait? C'est toujours mieux qu'on ait les sous, l'argent à l'école. Si on veut vraiment aider cet enfant-là, qu'on se serve directement à l'école plutôt que de commencer avec l'administration qui va nous amener une certaine lenteur et tout ça. C'est la raison pour laquelle les auteurs aujourd'hui encouragent davantage la décentralisation pour permettre aux écoles d'être beaucoup plus efficaces. Donc là, ça venait toucher l'enjeu dont je vous ai parlé tantôt, du financement structurel de notre système éducatif. Donc, avec cette décentralisation-là, les écoles deviennent plus fortes. Par contre, il y a un bémol quand même qu'il faut amener dans tout ça. Dans un système comme le nôtre, où pour devenir directeur, on n'est pas suffisamment formé, donc on a été enseignant, probablement D6, je m'excuse de le dire, mais non, mais c'est souvent ça le cas. C'est ça. Surtout dans le monde rural. Effectivement. Il y a des enseignants, parfois des directeurs d'école, des préfets, qui n'ont pas non seulement la formation universitaire, mais qui n'ont que quelques années d'enseignants simples, avec les copinages, les recommandations. Ils se retrouvent préfets, ils se retrouvent directeurs d'école, et ça pose un problème de compétences. Donc c'est ça. Alors, le bémol que j'apportais, c'est que une personne avec ce déficit de compétences-là, qui devient après directeur d'école, cette personne n'a pas ajouté de connaissances. Et toujours D6 comme il était enseignant. Il y a peut-être le leadership, mais il reste en manque de compétences pareilles. Donc, cette personne-là qui va arriver à ce niveau-là, si on lui donne les responsabilités telles que je les présente là, comme ça se fait dans un milieu comme le Québec, vous comprendrez que cette personne-là ne sera jamais à la hauteur, ce qui est tout à fait normal, parce que si nous, aujourd'hui, on est un peu à la hauteur par rapport à ces éléments-là, c'est parce qu'on est allé apprendre. C'était une obligation, c'est une obligation. Pour devenir direction d'école, il faut avoir été enseignant pendant un certain nombre d'années. Si on a le leadership qu'il faut, on ajoute les connaissances universitaires exigées par la loi pour devenir direction d'école. Et après, donc, on devient plus aguerri. Et même là, on ne reste pas seulement à ce niveau-là non plus. On continue avec des formations continues. Donc, ça fait qu'au quotidien, au jour le jour, il y a toujours une formation et c'est là qu'on va chercher la qualité de notre enseignement. Merci beaucoup. J'aimerais maintenant qu'on regarde un tout petit peu et puis on va poursuivre tout à l'heure avec les climats toxiques quelquefois qui se trouvent à l'école, comment ça peut porter atteinte à la carrière professionnelle, comment ça peut jouer même sur la santé même des professeurs, des intervenants, etc. Voici le travail qui a été fait par T50. Bonjour, ici c'est Jika Mondonga, auteur de ce livre sur le climat scolaire ou la violence à l'école. Détenteur des 6 diplômes universitaires, Jika Mondonga incarne la rencontre entre la rigueur du droit et la passion de l'éducation. Un parcours bâti pour servir la jeunesse, la former et lui ouvrir des horizons. Son parcours prend racine en République démocratique du Congo à Kinshasa, à l'UNIKIN, où il y décroche une licence en droit. Un premier socle fondamental qui forge sa rigueur intellectuelle, aiguise son esprit d'analyse et pose les bases de son exigence. Le conférencier et chercheur Jika Mondonga poursuit ensuite en Belgique à l'Université catholique de Louvain-la-Neuve et décroche une maîtrise en droit international et européen. C'est au Canada que son engagement prend un tournant décisif. Installé au Québec, Jika Mondonga fait un choix fort, mettre ses compétences au service de l'école. Loin des prétoires, il choisit les salles des classes. Loin des textes juridiques, il s'intéresse au visage, au parcours, aux jeunes en quête des repères. C'est là qu'il décide de consacrer sa carrière à l'éducation avec la conviction que l'école est les premiers lieux
où s'est construit l'avenir d'une société. À l'université Laval, il obtient successivement un baccalauréat en enseignement secondaire, un diplôme d'études supérieures spécialisé en gestion scolaire et une maîtrise en administration et politique de l'éducation. Il s'est spécialisé également en intervention auprès des élèves en difficulté à l'université Laurentienne. Chercheur engagé, il est aujourd'hui doctorant en éducation à l'université Laval. Entre recherche et pratique, M. Mondonga dirige une école au Québec depuis près de 10 ans. Au quotidien, il mobilise sa double expertise juridique et pédagogique pour améliorer la gestion scolaire et la réussite des élèves. Figure de la diaspora congolaise, notre invité du jour transforme l'excellence académique en action concrète. Pour lui, les diplômes ne valent que par l'impact qu'ils produisent sur le terrain. Juriste des formations, éducateur par vocation, gestionnaire et mentor par mission. 3 pays, un seul fil conducteur, transmettre, outiller, faire émerger. Auteur de plusieurs ouvrages, dont Gestion scolaire, recueil pour les directions d'école et les personnels scolaires, aussi en climat scolaire délétère impacte la santé et la carrière du personnel scolaire avec comme sous-titre « Aucun intervenant scolaire ne doit subir la violence à l'école ». Ce conférencier et chercheur reviendra également au cours de cette émission sur la conférence qu'il organise ce samedi 18 juillet à 10h au centre CEPAS à Kinshasa autour du thème « Rehausser nos compétences en gestion scolaire et en climat scolaire pour la réussite éducative de nos élèves ». Jean-Marie Kassamba, voici l'homme du jour, Djika Mondonga. Moi, je suis très content de vous recevoir ici parce que les 18 ici à Kinshasa, au CEPAS, vous allez rencontrer le monde de l'éducation. La thématique que vous avez trouvée est un peu plus globalisante. Mais ces soucis que vous avez eu maintenant de venir partager avec les Congolais vos expériences du Canada, d'être formé en Belgique, ici à l'Unikine, etc. C'est quoi la motivation? La motivation, c'est que on est Congolais. Tu sais, quand on est Congolais dans l'âme. Oui. Moi, je suis allé apprendre et en même temps, j'ai fait des recherches aussi au niveau de mon pays. Alors, j'ai vu qu'il y avait des lacunes. Oui. Et ces lacunes-là pourraient devenir, comme je l'avais dit tantôt, des leviers de transformation. Tout seul, sans appui, je me suis dit, je vais lancer quelque chose, je vais parler de l'éducation. Ce n'est pas une thématique que je vois régulièrement passer. Alors que pour moi... On parle beaucoup politique, hein? Effectivement. On parle entrepreneuriat, politique, parfois économie, défense, sécurité. Mais l'éducation, c'est majeur. C'est très important. C'est même crucial. Quelqu'un qui n'est pas formé, qui n'est pas bien éduqué, il ne va pas gérer bien le pays. C'est même crucial. Oui. Donc, c'est la raison pour laquelle je m'étais dit, avec cette partie pratique donc de l'expérience dans le milieu éducatif d'un système quand même performant, donc le système québécois, avec cette théorie que je suis allé chercher à l'université, les deux ensemble, c'est peut-être le temps pour que je donne au suivant. Donc, donner au suivant, c'est de rapporter ces compétences. La transmission. Effectivement. Et dans mon entendement, ce n'est pas moi qui transmets. Dans mon entendement, je suis vraiment dans la philosophie de Michael Pollan, qui est un auteur canadien, qui dit que le changement éducatif commence quand on apprend ensemble. Donc, dans mon entendement, c'est vraiment dans la collaboration que j'apporte. Mais vous êtes chercheur, vous êtes à Kinshasa, certainement que dans les cadres de ces recherches, cette recherche scientifique qui va vous conduire au doctorat bientôt, vous accumulez des expériences congolaises. Vous accumulez des spécificités congolaises. Vous avez dit tout à l'heure quelque chose qui m'a beaucoup intéressé, c'est les lacunes de notre système. Avec un œil, on va dire, observateur, de l'extérieur, qu'avez-vous constaté dans notre système éducatif qui peut être corrigé? Tout peut être corrigé. Et même avant que je ne parle de ces lacunes-là, je vais quand même souligner un fait très important que la RDC
a déjà beaucoup rayonné sur le plan de la qualité de son éducation il y a quelques années. Oui. Ça, il faut le reconnaître, il faut aller le rechercher et c'est important de Et le dire. pour preuve, vous êtes l'exemple type. Effectivement. Oui. On a eu à rayonner parce que, souvenez-vous qu'il y a quelque temps, on avait d'autres nationalités qui venaient apprendre ici en RDC. Les Rwandais en tête. Bon, en tout cas, peut-être aussi. Les Rwandais. J'avais des amis, effectivement, les rwandais Gabonais également, sont venus des ici, Gabonais. les Congolais de Brazzaville, qui C'est nous suivent ça. en ce moment. Oui. On a participé au Génie en herbe et on a fait des bons résultats à plusieurs reprises. Oui. C'était ce pays-là. Nous autres, on était aussi là avec les jésuites. Oui. À Boboto, au collège présidentiel d'Egbado et consorts. Il y a eu des personnes qui sont venues de Kimwenza, de Mbanzaboma. Tu sais, on a eu une éducation de qualité dans ce pays. Donc il faut le souligner. Ce n'est pas que tout est noir. Oui. Par contre, il y a eu une dégradation, d'après moi, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on rapporte certaines affaires qui ont déjà existé, mais maintenant, on veut que ça aille de mieux en mieux. Donc, la raison pour laquelle je veux le dire, pour moi, ce que j'observe de lacunaire présentement dans notre système, j'avais déjà commencé à vous le dire, ce manque d'investissement-là au niveau du système scolaire, c'est criant et ça, c'est impactant négativement par rapport à notre système. Est-ce que c'est, on va dire, logistique, matériel au niveau des équipements, des infrastructures, C'est un ensemble. ou c'est au niveau de la motivation des enseignants? C'est vraiment un ensemble. Sur le plan humain, c'est vraiment lacunaire. Parce que sur le plan humain, on doit avoir plusieurs personnes pour aider les élèves à réussir et dans une bonne réussite éducative. Quand je vous parlais des orthophonistes, des psychoéducatrices et tout ça, C'est important? hyper important parce que un enfant aujourd'hui, avec la psychologie de l'enfance et tout ça, on peut avoir des problèmes d'adaptation de cet enfant-là à l'école. Moi, mon doctorat porte sur la douance, les élèves doués. Oui. Plusieurs élèves doués qui sont supposés être très intelligents, très brillants, mais plusieurs d'entre eux abandonnent l'école. Pourquoi? Mais ils abandonnent l'école à cause de l'ennui, par exemple. Ils arrivent là, les activités ne sont pas stimulantes, ne répondent pas à leurs besoins, Ils sont en longueur d'avance. déjà. Donc, ça fait qu'ils abandonnent. Ça ne se passe pas seulement au Congo, ça se passe au Canada aussi. C'est pour ça qu'on étudie. Donc, il y a déjà ce genre d'éléments-là au niveau du financement. Des défis que je vois aussi, j'en avais parlé un peu tantôt, c'est aussi au niveau de la formation des enseignants. Ça, c'est quelque chose... On ne devient pas directeur d'école qui veut. Non. Parce que de toutes les façons, toutes les informations aujourd'hui sont sur Google. C'est facile à aller chercher. Pour devenir directeur d'école, d'abord un directeur d'école au Québec, Oui. c'est un cadre. Un cadre. C'est un cadre. Automatiquement un cadre. Oui, il est un cadre parce que si vous regardez les échelles, je ne vais pas citer des chiffres ici, mais si vous allez sur Google, vous allez voir c'est quoi le salaire d'un directeur d'école, d'une direction adjointe. C'est tout combien? ça. Parce que les gens nous suivent. Mais c'est sur Google. Faites rêver les Congolais. Non, c'est Faites sur rêver- Google. Non, mais faites rêver nos enseignants. Mais- On est suivis partout au Congo et les enseignants Mais vous c'est suivent. ça. Donc, Ils touchent combien directeur d'école? Mais un enseignant, par Oui. exemple, qui atteint le plafond supérieur, Oui. il est quasiment à 102 105 000 $ l'année. Une direction adjointe, il est dans les 110, 120. Ça nous fait combien par mois à peu près? Ben, ça peut tourner autour... parce qu'il y a aussi quand même... Des primes, des oui. choses comme ça? Non, pas des primes, Oui. mais les taxes à payer, tout Oui, ça. oui. Mais tu sais, moi, ça me rend mal à l'aise de parler Non, de c'est ces pour donner choses-là l'idée parce ici. qu'on est très suivi, c'est très éducatif, c'est très Ok. instructif ça. Bon, mais Ça- en tout cas, Oui. autour de 5 000 le mois parce que c'est aux 2 semaines que c'est payé. Mais vous comprendrez que même un enseignant au Mais niveau c'est du très Québec, intéressant, c'est Oui. très motivant. c'est très motivant, mais comme je vous ai Et dit, ça vaut une éducation, ça vaut une formation, Mais c'est ça. ça vaut une carrière. ben, ça vaut une carrière et un enseignant dans ce genre de pays-là, c'est quelqu'un de très respecté. On ne parle pas d'un va-nu-pied, là, on parle de quelqu'un de très, très respecté. Donnez-nous l'autre enjeu, pour ne pas dire Oui. d'autres défis. Donc, l'enjeu, je parlais l'enjeu de l'enjeu de la formation, Oui. mais il y a aussi l'enjeu du climat scolaire, un climat scolaire qui est comme affecté dans les écoles parce que
il y a beaucoup de violence quand même. Oui. Toxique. Effectivement. Toxique. Vous avez consacré tout un livre là-dessus. Hein? Effectivement. Parce que quand on voit certains parents qui se comportent en tout-puissant oui. dans les écoles, oui. étant donné qu'eux, ils ont l'argent, ben, ils veulent décider de tout dans une école. Ils viennent, mon enfant, pas ici, moi, on ne veut pas toucher à mon enfant. Et l'enfant attrape la grosse tête. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, il y a cet élément-là. Le fait, tantôt, on a parlé des salaires et consorts, là, mais ce climat-là, ça vient affecter aussi là, le côté professionnel et social des gens, parce que quand on n'est pas bien payé, on n'a pas le moral. Oui. Donc, ça fait que facilement, on peut tomber dans le favoritisme, dans le clientélisme. Dans la corruption. On peut facilement tomber là. Et les notes peuvent être monnayées. Effectivement. La tricherie. Effectivement. Aussi, des fois, je vois, parce qu'on me le dit, j'ai fait des recherches. Je m'excuse de le dire, mais c'est ça. On me rapporte des fois qu'il y a un enseignant qui prépare son enfant, et puis quand lui n'est pas là, c'est son enfant qui prend la place et tout ça. Oui, oui. Mais comprenez que c'est quand même quelque chose d'incongru un peu, parce que c'est pas tout le monde qui a la même vocation, c'est pas tout le monde qui a les mêmes talents. Moi, je peux être enseignant aujourd'hui ou directeur d'école, j'ai peut-être ces compétences-là, j'ai ces talents-là, mais c'est pas mon fils qui les a. Mon fils, il a les talents pour d'autres choses. On vit ce que vous dites là au niveau des examens d'État. Ok. Il y a des enseignants qui préparent parfois leurs enfants, et ces enfants vont présenter les examens d'État à la place d'autres élèves parce qu'ils sont déjà préparés par les parents qui sont intellectuellement au courant de ce qui se passe, etc. D'où aujourd'hui l'introduction dans le système scolaire des notes, on va dire, anonymes ou des examens anonymes avec le numéro, tout simplement, pas de nom, à l'aveuglette, comme on dit. Donc, vous comprendrez qu'il y a beaucoup de choses à faire à ce niveau-là. Et ce sont des défis, mais qu'on peut utiliser comme des leviers de transformation. On a des personnes comme nous qui avons étudié ici. Nous, on est allé aussi étudier à l'extérieur. On a travaillé également là-bas, donc on connaît quand même les deux systèmes. Donc on peut en parler. D'accord. Alors maintenant, parlons spécifiquement de cette conférence qui va se passer au CEFPAS à 10h. C'est 18 juillet. Vous allez parler à la fois du monde de l'éducation, en comparant peut-être avec ce qui se passe chez nous. Mais vous visez qui? Qui est invité? Les acteurs politiques sont les premiers à être invités là. Les politiques? Les acteurs politiques, que ce soit à la présidence, que ce soit dans nos ministères. Vous entendez, et tout ça. Vous qui voulez la gratuité de l'enseignement, le monde scolaire, l'amélioration de la qualité de nos enseignants et de nos encadreurs, CECOPE, tout ce que vous voulez, voici le lieu et voici, on va dire, l'occasion à ne pas rater. Effectivement, parce que des fois, on me pose la question, on me dit, mais vous parlez d'éducation, c'est dans les écoles et tout ça, mais pourquoi vous visez d'abord les acteurs politiques plutôt que les acteurs éducatifs? Je les invite aussi, les acteurs éducatifs, c'est sûr et certain. Parce que de toutes les façons, mais plus les acteurs politiques, la bonne question, c'est le pourquoi. Pourquoi? Parce que vous comprendrez que pour avoir un changement de système, ce n'est pas l'exécutant qui va apporter le changement. Le changement de système, c'est le décideur qui apporte le changement. Il y a déjà des politiques qui sont mises en place dans ce pays pour régir le domaine de l'éducation comme d'autres domaines dans le pays, et c'est normal. Donc on doit avoir une législation pour qu'on fonctionne correctement. Mais la problématique, c'est que, est-ce que cette législation-là, aujourd'hui, est encore adaptée au système scolaire que nous devons avoir pour rayonner dans le monde, pour être compétitif avec les autres systèmes, pour avoir des écoles plus efficaces et qui permettent la réussite éducative des élèves? Moi, à cette question-là, ma réponse est non. Parce que, pour le moment, je ne vois pas la RDC être en compétition avec des systèmes performants comme le système, par exemple, du Québec et tout ça, même au niveau de l'Afrique. Pourquoi? Je ne suis pas en train d'élever certains pays africains, mais je vais quand même le dire pour qu'on ait une idée de jusqu'à quel point ça peut nous impacter, ce manque de qualité-là.
Moi, je travaille au Québec en éducation et tout ça, donc je vois maintenant, c'est plus ouvert au niveau du Québec. Le système est plus ouvert aux enseignants qui viennent de l'étranger, parce que là aussi, il y a une pénurie. Vous irez lire et vous verrez qu'au niveau de l'éducation, il y a quand même une pénurie à ce niveau-là. Et ils acceptent plus facilement maintenant les gens qui viennent des systèmes éducatifs externes. Ah oui? Ils acceptent. Il y en a qui rentrent. Et je vais vous dire qui rentre le plus. Parce que je suis là-dedans, je le vois. Oui, quel si pays? je prends l'Afrique noire, Oui. qui nous ressemble le plus, Oui. il y a plus de Camerounais, Camerounais. plus de Camerounais, plus d'Ivoiriens, et je vois aussi quand même des Sénégalais. Les Congolais, je vais vous dire que malheureusement, il n'y en a pas vraiment. Pourquoi? Ça m'intéresse. Effectivement, beaucoup. c'était encore ça la bonne question, le pourquoi. Parce que vous trouvez là-bas, les Haïtiens, ils sont dans les systèmes. Oui, mais ce que je veux dire, les Haïtiens comptent aussi parmi les Camerounais qu'on sort là, mais là je parlais de l'Afrique. Oui, de l'Afrique. Ok? Oui. Pourquoi? Parce que dans ces pays-là, malgré que présentement il y a aussi quand même du désordre qu'on voit, qu'on observe. Oui, politiquement, tout ça. Oui, mais ce sont des pays qui encore jusque-là protègent leur système éducatif. Les enseignants qui viennent de là sont des enseignants universitaires quand même. Donc quand ils arrivent au Québec, on fait les équivalences et tout ça, ben on observe que eux, ils arrivent avec cette expérience-là d'avoir été enseignants quand même pendant des années, mais à la base, ils ont déjà été diplômés pour être enseignants. Vous insistez beaucoup sur la formation des enseignants. Mais c'est obligatoire, parce que ces personnes-là, parce que là je vous parle d'une comparaison entre Africains, là, Oui. dans un pays étranger. Oui. Donc ces personnes-là, tout de suite, ben, sont pris au sérieux par ce système-là, qui permettent leur entrée, et ces gens-là deviennent aujourd'hui des enseignants Au Québec. Je vous parle des Et s'adaptent Camerounais, facilement. je vous parle des Camerounais, je vous parle des Ivoiriens, parce que quand même, ils sortent de l'université pour aller enseigner dans leur Mais propre chez nous, pays nous avons d'abord. L'ISP Gombe, et tout l'ISP ça. Gombe, l'UPEN. Oui, mais je vais vous donner la réalité. La réalité, c'est que Oui. moi, j'ai fait le tour un peu des écoles En tant que primaires. chercheur. Oui, des écoles primaires et Oui. tout ça. Oui. Et j'ai même parlé aussi à certaines autorités. Oui. Ben, je mets les gens au défi de me dire, à l'école maternelle, Combien sont formés à combien l'UPEN? ils sont vraiment formés À l'ISP. à l'ISP ou à l'UPN. Je crois que c'est rendu université. Université C'est ça. maintenant. Avant, c'était Effectivement. l'institut supérieur. Oui. Combien? Donc, des personnes qui font ce voyage-là, parce que, bon, pour peu importe la raison, qui se retrouvent au Québec, qui veulent continuer dans leur domaine d'enseignement, ils sont combien qui sont acceptés? Moi, je peux vous dire, il y en a très peu, Très peu. des Congolais. Alors que je vous avais dit tantôt qu'il y a quelques années, on a rayonné par rapport à la qualité C'est quoi de la notre- recette que vous donnez? La recette? On va apprendre ça le 18 juillet, mais Oui, en quelques lignes, mais en quelques fondamentalement. lignes, fondamentalement, la Oui. recette, c'est vraiment de redevenir sérieux au niveau de la formation des personnes qui doivent former nos enfants. Parce que si moi je veux vous apprendre à jouer de la guitare, mais que je ne vous donne pas de guitare entre les mains, je vous parle simplement des notes, je ne sais pas jusqu'à quelle mesure vous allez jouer à la guitare. Tandis que C'est une manière didactique, méthodologique. il faut. On est vraiment dans la formation et la formation est obligatoire. Mais je comprends aussi. Je ne peux pas dire tout de suite que la RDC devienne comme le Québec, ça ne fonctionne pas. Il faut respecter le rythme des gens. Il faut respecter les gens aussi. Donc, mais... Ne soyez pas trop pressés. Pour C'est ça. dire, le Québec, on peut y ressembler. Non, Non, il faut ils respecter. sont en longueur d'avance. Certainement. Mais on peut faire quelque chose. Moi, personnellement, je suis là pour ce genre de choses, pour aider à ce niveau-là. Il ne faut pas recréer la roue, il ne faut pas réinventer la roue. Quand on a des fils du pays qui font de bonnes choses, moi je crois que c'est important de soutenir. Dites-moi, s'il vous plaît, parce qu'on est très suivi. Et puis, la question que les gens souvent me posent, mais pourquoi vous n'avez pas proposé à votre invité quel est son apport aujourd'hui à notre système et qu'est-ce qu'il peut faire à titre personnel pour la République démocratique du Congo? Parce que lui, il est là-bas, bon, certes, il est bien, et puis voilà, etc. Mais pour son pays, il veut être quoi? Expert? Il veut être quoi? Ben, créer une école pilote pour voir un peu le système, comment l'expérimenter, parce qu'il y a beaucoup de systèmes aujourd'hui, les écoles privées, voilà. Et puis, troisièmement, est-ce qu'il crée des passerelles avec le Canada, entre le système congolais et le système canadien? Quand on a commencé à parler, je vous avais dit, j'ai fait tout seul.
Tu sais, je me suis dit, je regarde, Mais je vous avez rencontré vois. les autorités, vous avez rencontré les sections des J'ai envoyé des lettres. Notre pays est ce qu'il est. Moi, j'ai communiqué. Là, vous le faites officiellement. Mais là, je le fais officiellement et je le demande parce Oui, que oui. le ministère de l'Éducation nationale, normalement, on doit être ensemble en tant que partenaire pour cette conférence-là du 18 juillet. Oui. Le président de la République, Qui vous suit? qui me suit, effectivement, le président de la République, je crois que l'éducation, c'est le chantier principal que vous devriez avoir. Je pense que les autres chantiers peuvent venir après, mais le chantier de l'éducation Il doit a dit être... lui-même dès le début qu'il axait sa gouvernance sur l'homme. Effectivement. Oui. Donc, ça Il va... vient de lancer le programme Jeunes Congolais debout pour l'entrepreneuriat. Ben, c'est ça. Et je vais toucher ce point-là parce que je l'ai dans ma conférence. Donc, Oui. au président de la République, je dis, l'éducation, c'est vraiment le premier chantier que vous devrez avoir. Et vous avez des fils du pays, des filles du pays qui ont de la compétence pour vous aider à ce niveau-là et vous aider réellement. Parce que c'est un domaine technique, ce n'est pas un domaine politique. C'est un domaine où on doit savoir ce qu'on dit. C'est un domaine où on doit apporter des informations issues de la recherche. Je vais vous faire un parallèle. En éducation, aujourd'hui, on est comme en médecine. Avant de généraliser un médicament, ça passe par des tests, des validations d'efficacité et tout ça. Et c'est après, quand on a validé l'efficacité du produit, c'est là qu'on dit maintenant on va appliquer à tous. En éducation, c'est pareil. Il y a des recherches empiriques pour vérifier si les pratiques pédagogiques qu'on veut mettre en place pour nos élèves sont les pratiques qu'il faut à ce moment-là. Et c'est quand on se rend compte maintenant que c'est des pratiques efficaces, à ce moment-là qu'on va généraliser dans les classes. On veut amener la recherche en classe. Donc, on ne peut plus simplement avoir des politiciens qui viennent dire en éducation, il y a ci qui se passe, il y a ça. Non, non, non. Ça prend des personnes formées en éducation pour être certain d'avoir une qualité de cette éducation-là pour nos élèves. Vous comprendrez que je parle souvent de la réussite éducative, mais pas de la réussite scolaire. Où est la différence? La différence, c'est que là, je parle de l'auteur Tardif-Grenier qui fait cette différence-là. La réussite scolaire, ce sont les résultats. Les notes. Les notes. Quand j'ai 80% en français, 95% en mathématiques, c'est les notes. Et c'est ce qu'on veut aussi voir évoluer pour nos élèves. Le deuxième volet, c'est l'engagement scolaire, la persévérance scolaire. Et c'est là qu'on veut préparer un élève à sa vie adulte, à la vie du travail. Ça, c'est de l'éducation. On est encore en éducation, là, mais on veut préparer les enfants, aller travailler leur motivation, aller chercher au niveau du travail, de la vie active et tout ça. Donc, ce sont les deux éléments qu'on met ensemble pour parler de la réussite éducative. Et aujourd'hui, en sciences, c'est ce qu'on met de l'avant. Et cela m'amène à toucher aussi un autre point. C'est pour ça que je parlais au président de la République pour dire que c'est important d'avoir des personnes expertes qui connaissent cette matière de l'éducation pour aider à faire avancer notre système. Donc là, je faisais le lien, comme je vous avais dit tantôt, je fais le lien avec, par exemple, la formation professionnelle. Parce que étudier, ce n'est pas seulement aller chercher des doctorats comme nous on le fait. On veut avoir surtout une population jeune, comme la population de la RDC. On veut avoir des personnes qui deviennent acteurs de développement, acteurs économiques, qui font rayonner l'économie de ce pays. Et ça ne passe pas par des personnes comme nous autres qui allons chercher des doctorats et consorts. Oui, un peu parce que nous apportons la science. Réflexion, oui. Par contre, la base de la pyramide, ce sont ces gens-là qui ont beaucoup de talents à développer. Formation de métiers. Les métiers. On a des plombiers, on a des mécaniciens, on Des a électriciens, des des coiffeuses, maçons, c'est oui. tout ce monde-là à qui on doit donner de la bonne formation pour les qualifier. Et les personnes à les faire, c'est pour ça que je reviens encore à ce que j'avais dit, ce sont les acteurs politiques, donc notre président de la République et les autres qui sont des décideurs. Nous devons arranger cet élément-là parce que les études utiles aujourd'hui qui font développer un pays, ce ne sont pas nous autres les juristes, les docteurs en ci, en ça. On parle beaucoup. De nouvelles technologies. Ben c'est ça. Par contre, les autres sont des vrais entrepreneurs. Et même au niveau de l'UNESCO, on en parle. Un pays jeune, comme la RDC, qui n'est pas nécessairement capable de donner sur le plan formel du travail à tous ces jeunes, doit davantage utiliser les talents, les compétences de ces jeunes-là pour que ces jeunes-là deviennent des entrepreneurs.
Et c'est même la raison pour laquelle, présentement, je suis en relation avec le Fonds pour la promotion industrielle. Oui, les FPI. Oui, le FPI, qui a accepté de m'accompagner dans le cadre de la conférence parce qu'ils ont compris que la culture de l'entrepreneuriat, ce n'est pas seulement les personnes qui ont déjà commencé à avoir peut-être des petites entreprises ou des choses comme ça à faire évoluer. Il faut commencer avant, développer la culture au niveau des écoles déjà, parce que au préscolaire, on est capable de développer l'entrepreneuriat. Au Québec, on a des écoles, dans mon école par exemple, on a des jeunes du préscolaire qui fabriquent des biscuits et consorts et qui en vendent. Il y a des ressources pour leur classe et ça leur permet d'acheter du matériel pédagogique en ajout de ce qu'on leur donne déjà. C'est de l'esprit d'entrepreneuriat. C'est la raison pour laquelle je parlais des acteurs politiques, dont le président de la République, parce que c'est important pour faire développer la République démocratique du Congo. Merci beaucoup. Je pense qu'on a suffisamment parlé de vous et de ce que vous faites. C'est très intéressant. Hein? Ouais. C'est tellement intéressant que je vous demande les 18 d'aller au CEPAS. C'est payant ou c'est l'accès libre? Non, c'est gratuit. Tout le monde est invité. Venez. À 10h. Rappelez-vous là de Michael Fullan. Oui. Pour qu'on ait un changement éducatif durable, on apprend ensemble. Et moi, je suis dans cette optique-là. Est-ce que vous reviendrez souvent ici au Congo? C'est votre pays, hein, même si vous êtes bien au Canada, ça se passe bien là-bas, vous avez des compétences. C'est ce doctorat que vous allez avoir bientôt, ça va vous ouvrir encore d'autres portes. Vous allez revenir souvent chez nous? L'événement que nous allons avoir le 18, ça c'est un événement. Mais vous comprendrez de tout ce qu'on a dit ici, on est dans un processus plutôt. Exact. Donc, pour que notre processus soit efficace, il faut nécessairement effectivement que je revienne et puis qu'il y ait une certaine visibilité. Là, à ce moment-ci, j'étais venu tout seul. Je me suis battu tout seul. Mais amenez vos collègues. Non, mais faites une équipe. Mais ce que je veux dire tout seul, ça veut dire moi, je m'occupe d'une équipe. Il faut qu'on vous invite. Il faut qu'on m'aide. Oui. Il faut aider, il faut appuyer. Là, par exemple, je suis très content que vous m'ayez reçu. Déjà, ça donne une avec visibilité. Plaisir, avec plaisir. J'espère que ça va pas être... Vous êtes suivi partout, y compris au Canada d'ailleurs. Oui. Y compris au Canada. Je le sais parce que j'ai vu sur les câbles et tout ça. Y compris au Canada. Oui, mais ce que je veux dire, M. Jean-Marie Kassamba, permettez-moi s'il vous plaît, c'est que on a besoin d'appui pour réussir un certain nombre de choses. Le président de la République, le gouvernement, on est dans un domaine très sensible. C'est crucial l'éducation des enfants congolais. Des personnes veulent travailler à ce niveau-là, des personnes compétentes comme moi. Je ne suis pas prétentieux, mais je préfère le dire pareil. J'ai l'occasion de le dire, je vais le dire. Ne soyez pas modeste. L'expertise, ça ne coûte pas de rien. Effectivement. Donc, c'est vraiment le temps de faciliter les choses pour les gens. Quand on arrive comme ça, même avec des lettres, quand on vous envoie des lettres dans les ministères pour dire on a tel événement qui va se passer, qui va avoir lieu, ça va porter sur l'éducation de nos enfants. Moi, je crois que la moindre des choses, le respect que vous pouvez nous accorder, c'est ne fût-ce que de répondre à cette missive-là. Même de recevoir, d'avoir plus d'éléments. Effectivement. De vous mettre en connexion avec d'autres services, etc. Moi, je crois que c'est important parce qu'à un moment donné, il y a comme une mauvaise presse de notre pays. Parce qu'on nous dit déjà, ils ne vont même pas suivre, regardez, ils s'en foutent de tout ça, ils ne regardent que l'argent. Tu sais, c'est des critiques qu'on voit sur les réseaux. Mais ce sont des critiques, des fois, quand nous, on arrive aussi, on se dit, oups. On vit la même chose. C'est quasiment ça qu'ils ont déjà dit. Si même moi, fils du pays, on me fait ça. Mais c'est ça. Mais quand le blanc va venir, on va voir en lui seulement l'argent. Effectivement, donc moi je pense qu'il faut vraiment que ça s'arrête. J'interpelle le président de la République par rapport à ce genre de comportement. Le gouvernement, c'est le gouvernement de notre pays, c'est pour les Congolais que nous sommes. Quand nous amenons des projets, nous voulons travailler, permettez ne fût-ce que d'écouter, de voir un peu à quoi ça ressemble. Écrire ce qu'on a écrit là, ce que j'ai écrit ici, ça doit, par exemple, se retrouver dans quasiment toutes les écoles. Gestion scolaire, recueil pour les directions d'école. Effectivement. La deuxième partie de ce livre, c'est la planification annuelle d'une année scolaire. Donc, on peut apprendre cette deuxième partie du livre. On donne à un monsieur, un quidam, qui n'a même pas été à l'école pour enseigner ni être un leader éducatif. Mais cette personne-là peut gérer son école seulement avec ce livre-là. Donc, vous comprendrez qu'à un moment donné, il faut donner la chance aux gens. Hier, j'ai été reçu
je ne sais pas si je peux le dire, mais Allez-y, allez-y. j'ai été reçu quelque part Oui. et c'est des étrangers. C'est un organisme, mais c'est des étrangers. La personne, le responsable a lu les livres et rapidement, il a regardé et m'a dit, mais ça là, on doit faire un effort pour le rentrer dans toutes les écoles. On doit le promulguer, on doit le promouvoir. Oui. Là, je me suis dit, c'est un étranger. Qui fait ça? Il me reçoit. Qui dit ça? Tout de suite, il retient ça. Oui. Je suis dans mon propre pays, j'ai envoyé des lettres partout. J'ai été reçu au FPI. Ils ont été très collaborateurs parce qu'ils ont compris, comme je vous ai parlé, de la culture de l'entrepreneuriat qui doit être enseignée dans les écoles. J'ai été reçu, je ne sais pas si je peux le dire aussi, là, par RTL, Oui. qui a accepté de m'accompagner dans tout ça parce qu'ils se sont dit... La pertinence, les jeunes. Effectivement. Les consommateurs. C'est ça. J'ai été reçu aussi quelque part à la présidence parce que la personne s'est dit non, moi je sens qu'on en a besoin. Mais comme je vous ai dit, Le gouvernement. mon ministère, c'est Des mon tutelles ministère de de l'éducation nationale. Oui. Le ministère de la formation professionnelle, je vous parle de la formation professionnelle. Oui. On parle ici Maître là, qui, là ouais, on parle ici là du climat scolaire. Oui. Le climat scolaire, c'est la violence à l'école en d'autres termes. Oui. Et là, c'est la justice sociale. Oui. Mais j'aimerais bien être rencontré par le ministre de la Justice parce que ce que je demande qu'on mette en place là, les stratégies que je propose, notamment que les prédateurs soient mis hors c'est ça, hors de portée d'enfants et tout ça. Oui. Mais ça touche la justice. Quand je dis qu'il faut qu'on écoute rapidement les enfants qui ont été abusés sexuellement, physiquement et qu'on sort, et puis que la loi s'applique sur les prédateurs, mais ça touche. Donc, on doit être rencontrés. Nous sommes des enfants de ce pays. Nous voulons travailler pour ce pays. Moi, je vis à l'extérieur. C'est pour ça que j'ai quand même ce franc-parler-là. Je suis un peu déçu à ce niveau-là. Merci beaucoup. Le Donc, message est on passé. peut trouver une solution. Absolument, le message est passé. Je pense qu'on va absolument donner suite et écho à tout cela. Quelque chose m'a frappé, moi, quand je vous ai écouté, c'est d'autres pays africains, d'Afrique noire, mieux reçus. La Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Gabon. Il faut que la RDC, notre RDC, premier pays francophone par sa population et les locuteurs, soit aussi parmi ces grands. Et ces défis viennent d'être expliqués par Djika Mondonga, qui est aujourd'hui chercheur, doctorant. Il va avoir ce 18 juillet, au CEPAS, c'est une grande conférence. Les politiques, allez voir. Vous qui parlez toujours de la jeunesse, le Congo, etc., allez voir, allez l'écouter. Et puis, vous, au niveau des ministères, recevez-le, écoutez-le. Et pourquoi ces livres, il faut que ça soit diffusé dans notre système pour que nos enfants bénéficient de votre esprit. Merci beaucoup. On viendra vous voir le 18 et on donnera la suite après. Merci, M. Jean-Marie. À très bientôt.